Bonsoir à tous et merci de suivre NCI, les titres. L'opposition ivoirienne est mécontente. Elle a exprimé ce matin sa grande déception suite à la clôture du dialogue politique par le chef du gouvernement. Elle en appelle à une réaction du président de la République. Lancement d'une opération de libération de l'emprise des voies publiques dans la commune de Marcory. Plusieurs magasins de billetterie sont touchés. Cette action des services techniques de la mairie fait beaucoup de mécontents qui reconnaissent avoir reçu des mises en demeure, mais crient cependant à l'injustice. Et puis à l'étranger, dans l'affaire dite des biens mal acquis, la Guinée équatoriale estime que la France est comportée de manière arbitraire et discriminatoire, accusation rejetée par Paris ce mardi. L'opposition ivoirienne demande un dialogue politique direct avec le président Alassane Ouattara. Les plateformes politiques EDS, CDRP, LMP, FPI, AFP et l'URD évoquent des discussions qui n'ont pas abouti avec le gouvernement sur la révision du code électoral. Des leaders de l'opposition ont exprimé cette inquiétude ce matin suite à la clôture hier du dialogue politique par le chef du gouvernement. Elle en appelle à une réaction du chef de l'État, Salif Yalekwe, à Ronazeba. Ce mardi, le siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI a été durant quelques heures le QG de l'opposition ivoirienne. Les plateformes EDS, CDRP, FPI, LMP, AFD et URD entendaient d'une seule voix exprimer leur mécontentement à la suite de l'interruption brusque, inattendue et unilatérale de la deuxième phase des discussions politiques sur le code électoral. Le lundi 18 février 2020, les groupements politiques ont répondu à la salle B de la primature à une invitation à l'effet de valider le rapport final de la deuxième phase du dialogue sur le code électoral. Contrairement au terme de l'invitation qui leur avait été faite, ainsi contre toute attente et au grand étonnement des organisations politiques, M. le Premier ministre a prononcé la clôture de cette session du dialogue politique. Aussi voudrait-il saisir l'occasion pour marquer leur incrédulité, leur grande déception, mais aussi leur totale désapprobation. Le chef de l'État, désormais directement interpellé par la situation inattendue, grave et urgente qui se présente, accepte de prendre la mesure des périls qui menacent notre pays et décide de relancer ces discussions dans un cadre rénové, consensuel, inclusif et crédible. Malgré ces divergences avec les tenants du pouvoir, les partis de l'opposition n'entendent pas boycotter les futures joutes électorales. Il n'est pas question pour nous de boycotter quelque élection que ce soit. Cependant, nous nous battrons pour que les conditions d'élection soient crédibles. Le gouvernement a entamé le 6 janvier 2020 la phase 2 du dialogue politique sur le processus électoral, portant notamment sur la réforme du code électoral. Président lundi soir la clôture de cette phase 2, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a annoncé qu'un compte-rendu sur les accords et les divergences concernant cette dite réforme sera fait au chef de l'État puis au gouvernement qui avisera. Pour rappel, du 24 janvier au 26 juin 2019, s'était tenue la première phase qui concernait la recomposition de la commission électorale indépendante, qui elle aussi fait débat au sein de l'opposition. Le dialogue politique a donc pris fin sur fond de divergence entre pouvoir et opposition. Entre autres sujets qui ont fait débat lors de ce dialogue politique, l'acquisition des CNI, les cartes nationales d'identité. En attendant un éventuel développement sur ce point, l'enrôlement général des populations au registre national des personnes physiques RNPP a été lancé hier. L'opération vise principalement à établir les cartes nationales d'identité. La nouvelle carte d'identité concerne tout citoyen ivoirien âgé d'au moins 5 ans, comme nous le montrent Salif Yalekwe et Mathurin Badé. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Sidiki Diakité, a procédé au lancement de l'opération de l'enrôlement des cartes nationales d'identité. À cette occasion, il a invité toutes les couches de la société à une mobilisation générale pour réussir cette opération primordiale pour la modernisation de l'état civil ivoirien. Cette carte nationale d'identité a plusieurs avantages. Au plan sécuritaire, elle présente un nouveau design avec un support plus résistant, équipé d'hologrammes et d'une puce électronique contenant des informations à la fois biographiques et biométriques.
Elle n'est pas destinée seulement à l'identification du détenteur comme les précédentes, mais, je le disais tantôt, pourra servir à bien d'autres usages dans la vie civile et sociale du citoyen. Je voudrais ici lancer un appel pressant et solennel pour une mobilisation générale. Le succès populaire attendu de cette opération ne sera jamais le résultat d'une action du gouvernement tout seul, mais ce succès sera le produit d'une synergie d'action avec vous tous, élus locaux, hommes politiques, chefs de village, chefs de communauté, leaders religieux, organisations de la société civile. Pour cette nouvelle opération, le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification fait des précisions. Pour les cartes de renouvellement, il s'agit au moins de 6 300 000 Ivoiriens qui détiennent déjà la carte nationale d'identité. Il est question pour eux de procéder à l'achat de leur timbre en ligne, puis avec leur carte nationale d'identité et ou sa photocopie, ils se rendent dans un centre d'enrôlement pour observer les différentes étapes du processus. En ce qui concerne les nouvelles demandes, ils n'ont pas été exclus de ce processus. Ils devront quant à eux payer les 5 000 francs, également en ligne sur le site www.rnpp.ci, après quoi ils devront parallèlement à ce dispositif ils devront produire un certificat de nationalité auquel ils devront joindre une copie de leur extrait de naissance ou le jugement supplétif avant de se présenter dans un centre dédié à l'enrôlement. L'ONESI va recruter un peu plus de 7500 jeunes pour mener cette opération à son terme. La phase pilote de l'enrôlement des populations a enregistré 43 centres et ce sont 30 600 Ivoiriens qui ont réussi à payer leur timbre en ligne sur le www.rnpp.ci, tandis que 11 331 concitoyens ont pu se faire enrôler effectivement à l'intérieur du pays, à Bingerville, à Songon et à Brofo-Doumé pour le district des Lagunes. Après la CNI, on s'intéresse à la CMU. Les animateurs des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire reçoivent depuis ce matin une formation sur les stratégies opérationnelles pour la mise en œuvre de la CMU, la couverture maladie universelle, programme institué par le gouvernement pour assurer aux populations des soins de santé de base adéquats. Tchémé Dandje et Fulgence Kissiedo. L'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire outille ses membres sur les stratégies opérationnelles de mise en œuvre de la CMU, couverture maladie universelle. Ce mardi, à l'ouverture de l'atelier de sensibilisation et de formation initié à cet effet, le comité d'organisation situe les enjeux. Nous, mutuelles sociales, sommes invités à nous mobiliser pour renforcer la dynamique de l'enrôlement à la CMU. Ainsi, le présent séminaire se veut une occasion offerte pour fourbir nos armes, de sorte à pouvoir actionner les bons leviers susceptibles de permettre notre parfaite implication dans le processus de mise en œuvre de la CMU. Les attentes de cette rencontre sont fortes. Les participants sont invités à faire des propositions pratiques et pertinentes pour aider à une meilleure exécution de ce programme auquel le gouvernement accorde un intérêt particulier. La CMU occupe une place centrale dans le programme social du gouvernement. La CMU est une réponse concrète au ruissellement de la croissance vers les populations les plus démunies de notre pays. Elle doit être amplifiée et son amplification est liée aux actions que vous serez appelés à mener. De leur côté, les participants saluent ces travaux. Ils permettront, selon eux, une meilleure vulgarisation de la CMU auprès des cibles. C'est nouveau pour nous tous, les principes de base ont été définis, mais la réalité du terrain va nous commander d'avoir de nouvelles attitudes et de prendre des nouvelles mesures, de prendre des dispositions à chaque fois que des difficultés conjoncturelles, factuelles vont se présenter à nous. Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons dans ce genre d'atelier où ces difficultés que nous constatons sur le terrain vont être adressées et posées à qui de droit pour que les solutions idoines soient trouvées. Nous, les personnes âgées, la richesse la mieux partagée, c'est la santé. Nous sommes partie prenante sans réserve à la couverture maladie universelle,
mais aussi inciter nos frères, nos condisciples retraités à adhérer à ce processus. Programme social majeur de l'exécutif ivoirien, la CMU vient offrir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire des soins de santé de base, avec une cotisation mensuelle de 1 000 francs CFA par personne assujettie, à l'exception des enfants de moins de 5 ans. Et cette campagne de sensibilisation pour promouvoir la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'organe judiciaire principal de la CEDEAO, elle s'est ouverte aujourd'hui dans la capitale économique ivoirienne à l'attention des différentes catégories socio-professionnelles. En Côte d'Ivoire, nous dit Yéli Traoré. Campagne de présentation de la Cour de justice communautaire de la CEDEAO ce mardi, au siège de la représentation permanente de l'institution CIS à Cocody-Corniche. Lancée ce jour, cette campagne vise à informer les Ivoiriens sur l'existence de la Cour et sur les possibilités qu'elle leur offre pour faire respecter leurs droits. Il était important pour la Cour de justice de se déplacer vers les populations afin de la faire connaître. Surtout que la plupart, presque 90% des requêtes déposées devant la Cour sont en matière de violations de droits de l'homme. Nous avons entamé cette campagne de sensibilisation depuis l'année dernière. Nous sommes à Abidjan, qui constitue donc la première étape de cette campagne de sensibilisation, qui va nous amener au Sénégal et ensuite en Guinée et au Niger. Quant à la saisine de la Cour, c'est une grande première parce que chaque individu peut saisir la Cour directement parce qu'on n'a plus besoin d'épuiser les voies de recours internes devant les juridictions nationales avant de saisir la Cour. Tout individu peut saisir la Cour directement et nous pensons que c'est une grande innovation pour cette Cour régionale et nous pensons que toutes choses vont concourir à mieux la faire connaître et c'est l'objet principal de notre mission ici à Abidjan. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation ouest-africaine, le directeur de cabinet du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur s'est réjoui de la mise en place d'un organe juridictionnel chargé de faire respecter le droit. Et comme vous le savez, la justice est au cœur de notre cohésion sociale et régionale et c'est le fondement de la gouvernance dans nos pays. Gouvernance qui est responsable de la redistribution des ressources, qui est responsable donc de la confiance qu'on peut avoir dans notre région, entre nous-mêmes, entre le peuple et les institutions. La justice au cœur de la confiance régionale. Et c'est donc tout naturellement que la CEDEAO, en construisant donc l'architecture régionale, donc notre destin commun, le contrat social qui nous lie entre nous, la Cour de justice a été créée en 1993, même si elle a fonctionné, elle a été opérationnelle en 2002. À noter que la Cour de justice de la CEDEAO a été créée en 1993 en tant que principal organe judiciaire de la communauté. Elle est composée de 5 juges indépendants nommés par la conférence des chefs d'État pour un mandat de 4 ans non renouvelable. Sa mission principale est l'interprétation et l'application des textes communautaires et la protection des droits de l'homme. On en vient à cette opération de libération de l'emprise des voies publiques dans la commune de Marcory. Plusieurs magasins de billetterie sont touchés. Cette action des services techniques de la mairie fait beaucoup de mécontents qui reconnaissent avoir reçu des mises en demeure, mais crient cependant à l'injustice. Pierre Dipomélin connaît. Les magasins de cette rue de Billetterie, quartier huppé de la commune de Marcory, ont reçu la visite d'un bulldozer. Une action des services techniques de la mairie pour libérer les emprises des voies publiques. Si les victimes reconnaissent avoir reçu des mises en demeure, elles crient cependant à l'abus et à l'injustice. On casse pour nous. Regardez là, caméra, moi, immeuble qu'elle a là. Là, il est sur la route. Bien même. Ils ont essayé de casser. Maintenant, on les a appelés. C'est pas si c'est le propriétaire de l'immeuble qui a appelé. Ils ont laissé, ils ont sauté et ils sont allés de l'autre côté de la rue. C'est impossible. Voilà, c'est la justice totale. Comme lui, toutes les victimes rencontrées ne comprennent pas comment cet immeuble a échappé au bulldozer. Ce monsieur qui a requis l'anonymat est propriétaire de 3 magasins, littéralement détruits. Il veut donner une suite judiciaire à cette démolition qu'il a qualifiée d'injuste. Il aurait construit ces magasins avec l'encadrement des services de la mairie. J'ai porté plainte parce qu'au moment où j'étais en train de construire, la mairie est venue ici. Le responsable du permis de construire
Ils sont venus ici. Ils m'ont vu en train de construire. J'étais à ce niveau. Lorsqu'ils m'ont dit non, tu as dépassé, il faut payer l'argent, j'ai tout payé ici. Et au-delà de ça, quand j'ai fini de construire, ils sont venus, ils ont fait le métrage, ils ont mesuré, ils m'ont dit bon, puisque vous avez occupé le domaine communal, vous devez payer 300 000, là, je crois, quelque chose comme ça. Et je leur ai fait un chèque de 300 000 francs, donc j'étais en paix. À quelques rues de là, au boulevard de Marseille, Sorgho débarrasse par lui-même le plancher. Il craint l'arrivée imminente des bulldozers. Ils sont venus nous donner le papier que n'a qu'à acheter. Donc c'est pour ça. Bon, jusqu'à mardi, ils ne sont pas venus. Mercredi, ils ne sont pas venus. Bon, aujourd'hui matin, ils ont dit que bon, ils sont à Grand Moulin, il est là cassé. C'est pour ça que nous on enlevé notre hangar. S'ils sont venus casser, gâter, c'est pas bien. Voilà, c'est pour ça qu'on a enlevé. Nous nous sommes ensuite rendus à la mairie de Marcory. Nos efforts pour avoir des réponses face aux griefs des victimes se sont avérés vains. À l'étranger, la France et la Guinée équatoriale sont toujours opposées concernant l'affaire Théodorien Obiang, le vice-président chargé de la défense et de la sécurité, condamné à Paris pour bien mal acquis. Malabo dénonce un comportement arbitraire quand Paris rejette ses accusations. Le point de Salif Yalekwe. La Guinée équatoriale a dénoncé lundi le comportement arbitraire de la France dans l'affaire de bien mal acquis impliquant Théodorin Obiang, le fils du président équato-guinéen et vice-président du pays. Il a été condamné le 10 février dernier par la Cour d'appel de Paris à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 30 millions d'euros d'amende et des confiscations pour s'être bâti frauduleusement un patrimoine considérable en France. Devant la Cour internationale de justice, la Guinée équatoriale accuse la France de discrimination. La France a soumis mon pays à un traitement totalement arbitraire et discriminatoire, et par conséquent contraire au droit international. Nous ne comprenons pas pourquoi la France continue à se baser sur de prétendues preuves qui n'ont aucune valeur. La France, pour sa part, s'est défendue de tout comportement discriminatoire à l'encontre de la Guinée équatoriale. La France, qui ne s'était jamais opposée à l'établissement de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale dans d'autres locaux que celui-ci, n'a pas traité la Guinée équatoriale de manière discriminatoire. Si la thèse soutenue par la Guinée équatoriale était retenue, thèse selon laquelle l'État accréditant pourrait décider, de manière unilatérale, de placer n'importe quel local sous le régime des immunités diplomatiques, la voie serait ouverte à la prolifération de statuts diplomatiques de convenance ou visant à contourner des procédures judiciaires. La Guinée équatoriale dénonce depuis le début de l'affaire des biens mal acquis une violation de l'immunité de Théodorin Obiang. Ce dernier a par ailleurs annoncé, au lendemain de sa condamnation et par la voix de son avocat, qu'il formera un pouvoir en cassation contre sa condamnation. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.